Bonsoir, Président. Bonsoir, monsieur. Justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, votre nom et prénom. Alors, moi, je suis Louis-Auguste Join. Je suis sociologue de formation et enseignant. Et que je travaille dans la Ligue des droits de l'homme. Je suis responsable comme président de la Ligue des droits de l'homme, section de Basse-Terre. Donc, en fait, c'est un fait d'actualité, le chlordécone. Qu'est-ce qui vous a incité justement à cette organisation ce soir? Et comme vous dites, cet effet d'actualité, c'est une question qui préoccupe beaucoup de personnes dans la société guadeloupéenne. On sait bien que la préoccupation qu'il y a autour du chlordécone et aussi l'usage des pesticides comme dans l'épandage aérien. Donc on voit que cette question revient toujours. Beaucoup de personnes cherchent à avoir plus d'explications sur cela. Donc dans la Ligue des droits de l'homme, nous sommes là pour défendre la dignité humaine, la protection de la vie. Donc nous organisons ce débat ce soir. C'est une conférence débat où avec des points différents pour essayer d'éclaircir quelle problématique, quel enjeu qu'il y a dans ce phénomène de chlordécone et aussi des autres usages des autres pesticides, car le chlordécone n'est pas le seul qu'on utilise, par exemple dans l'épandage aérien. Justement, votre association, quelles sont vos activités? Eh bien, la Ligue des droits de l'homme, c'est une association nationale qui a des représentations dans différentes régions de France. Ce que la Ligue des droits de l'homme fait, c'est défendre les droits humains dans tous ses aspects, que ce soit au point de vue économique, politique, culturel. Donc la Ligue des droits de l'homme est là pour combattre par exemple la discrimination, le racisme, l'antisémitisme et pour travailler aussi pour le respect de la dignité humaine. C'est dans ce sens que par exemple en Guadeloupe, nous avons mené pas mal de réflexions concernant le respect des droits de l'homme dans la société guadeloupéenne. L'avenir de la jeunesse en Guadeloupe, le respect de la vie, par exemple sur l'euthanasie. Nous avons mené des réflexions là-dessus. Et cette année, nous menons cette réflexion sur la question du chlordécone parce que nous sentons que c'est une question qui mérite d'être plus éclairée pour les personnes. Est-ce que vous êtes sollicité par les Guadeloupéens eux-mêmes? Ah oui, bien sûr. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des problèmes à résoudre dans la société guadeloupéenne. Et par conséquent, de temps à autre, nous avons des personnes, des groupes de personnes qui font appel à nous pour pouvoir inviter au respect des droits de l'homme. Et si on veut contacter l'association, c'est quoi les coordonnées? Si on veut contacter l'association, d'abord il y a un téléphone qu'on peut appeler 06 90 11 57 01. Et deuxièmement, il y a une adresse email, c'est ldh.basse-terre, un seul mot, @gmail.com. Donc ce sont ces endroits qu'on peut appeler. Pouvez-vous donner le numéro pour que les gens puissent bien votre nom? Le numéro c'est 06 90 11 57 01. Je vous remercie. D'accord, avec plaisir. Bien, merci. Pour moi, le chlordécone, c'est un pesticide qui a quand même ravagé toutes nos plantations, tous nos sols et qui nous empêche aujourd'hui de cultiver comme on le voudrait nos propres aliments. Ça nous oblige en quelque sorte de consommer des choses d'ailleurs au lieu de consommer nos propres légumes, nos propres racines. Voilà. Vous consommez local? Oui. J'essaye au mieux. Maintenant, il faut qu'on fasse beaucoup plus attention à la manière où on prend nos racines, nos légumes, comment il faut qu'on consomme minimum. Par exemple, si c'est bien gros comme ça à Madère, il faudra le couper à moitié pour pouvoir ne pas consommer le chlordécone, par exemple. Enfin, c'est ce que je fais. Après, je ne sais pas si c'est la bonne manière, mais c'est comme ça que je consomme. Merci. De rien. Vous savez quelles sont les conséquences justement du chlordécone? Je sais pas, je vais le savoir tout à l'heure, je pense.
En fait, c'est pas, à la base, c'était pas forcément quelque chose que je me posais comme question, mais c'est en fonction de ce qui s'est, en rencontrant des personnes comme l'association Environnement Santé à Bastien, fait que je me suis posé la question. Et maintenant, par rapport aux conférences débat qu'on va avoir, je saurai plus de choses. Voilà. Je sais aussi que c'est quelque chose de pas très bien, mais bon. Voilà, moi je ne sais pas quoi dire en fait à propos de cela. Justement, seulement que c'est une mauvaise chose et qu'il faut en fait il faudrait qu'on. Comment on va dire ça? Il faudrait qu'on se pose plus de questions sur ce qu'on mange et d'où ça sort. Voilà. Ok, merci. De rien. Bonsoir, on est avec monsieur Verdol. Ce soir, vous allez traiter du chlordécone. On va traiter du chlordécone, on va traiter des pesticides, on va traiter de l'action citoyenne pour pouvoir essayer d'améliorer la situation, non seulement aux Antilles, mais aussi en France et en Europe. Mais le chlordécone, exactement, quelles sont les conséquences sur la santé du Guadeloupéen et de tout le monde? D'accord, on a déjà défini plusieurs types de conséquences grâce aux publications qui ont été faites par les études Kaoui-Prostate par exemple, donc impact sur le cancer de la prostate. Il y a également un impact sur le développement psychomoteur des enfants. À 7 mois par exemple, on voit qu'il y a une baisse pour la réduction, une baisse pour de la préférence pour la nouveauté. Donc l'enfant se replie sur ce qu'il connaît déjà. Il ne veut pas tellement accroître son univers de connaissances. Il y a une réduction justement des performances en termes de psychomotricité, de motricité fine. Quand on donne aux enfants de 5 mois qui ont été contaminés des choses à tenir, par exemple, on constate que les doigts sautent tout seuls et puis la chose tombe. Bon, ils ont une baisse de la mémoire aussi visuelle à court terme. Et ce qui me paraît le plus grave, c'est qu'on constate qu'il y a une perte du quotient intellectuel de 10 à 20 points à peu près. Bon, alors ça c'est pour les enfants de 7 mois. On a vu des effets qui persistent notamment en termes de motricité fine chez les garçons uniquement à 18 mois. Et on attend le résultat pour les enfants de 7 ans. Alors, il y a des études qui ont été faites aussi en termes de prématurité. On a vu que le chlordécone a des impacts sur la prématurité. Alors, plusieurs pistes sont en cours. Est-ce que ça a des incidences sur le cancer du sein de la femme? Donc, il y a des recherches qui sont en cours. Et est-ce qu'il y a des incidences notamment parce que c'est un neurotoxique, sur les maladies de Parkinson et sur les maladies d'Alzheimer. Bon, donc c'est ce que la science a déjà produit, en quelque sorte, comme premier résultat. Quel sera vraiment votre rôle dans ce débat? D'accord, alors moi je serai un des deux intervenants. Il y a Philippe Aliane qui représente le planteur de bananes et moi-même qui suis président d'une association, je suis universitaire aussi. L'association s'appelle Envie Santé, qui commence déjà à engranger un certain nombre de résultats par rapport aux actions qu'elle a déjà menées ici en France et ailleurs aussi. Ok, merci. Ouais. Merci beaucoup. Puisque nous avons convoqué à 18h, il est plus que 18h. Alors, nous pouvons commencer notre rencontre. Pour commencer, je commence par vous saluer en vous disant, chers amis, chers auditeurs, mesdames et messieurs, au nom de l'équipe de la Ligue des droits de l'homme, section de Basse-Terre, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à cette conférence débat sur un sujet qui nous
Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter brièvement la mission de la LDH, notamment pour ceux qui en sont moins informés. LDH est une association de loi 1901, mais qui est fondée depuis 1898, dans un contexte particulier, lors de l'affaire Dreyfus. Il s'agissait de défendre les droits d'un innocent, victime de l'antisémitisme et de la raison d'État. Depuis, la LDH est engagée dans tous les combats pour défendre la dignité humaine, combat pour la justice, les libertés, les droits sociaux, économiques et autres. Aujourd'hui, la LDH est présente dans tous les départements français et coopère avec d'autres organisations nationales et internationales pour défendre les droits de l'homme, là où ils sont bafoués ou menacés. En Guadeloupe, la LDH est présente depuis les années 1980 avec des moments forts et des moments faibles. Actuellement, il y a deux groupes de LDH. L'un à Pointe-à-Pitre pour desservir la zone de Grande-Terre et l'autre, c'est nous à Basse-Terre pour la zone de Basse-Terre. Mais les deux groupes travaillent en concertation pour veiller au respect des droits humains dans la population guadeloupéenne. La section LDH de Basse-Terre existe depuis 2008. Depuis, dans le but de sensibiliser pour le respect des droits humains, nous avons réalisé des actions, parmi lesquelles des conférences annuelles sur la santé, la fin de vie et l'euthanasie, l'avenir de la jeunesse en Guadeloupe, le respect des droits de l'homme dans la société guadeloupéenne. Ce soir, dans le but de sensibiliser au respect de l'environnement et à la protection de la vie, au respect des droits économiques et sociaux, dans un esprit de tolérance et de démocratie, nous organisons avec vous cette conférence débat sur le thème chlordécone et usage d'autres pesticides. Quelle problématique pour l'environnement en Guadeloupe. Pour ouvrir le débat, nous avons demandé à deux spécialistes de nous éclairer sur la question, avec des approches différentes, selon leur sensibilité personnelle ou leurs expériences professionnelles. Ensuite, chacun des participants est appelé à enrichir le débat par son questionnement ou son commentaire sur le sujet. Je laisse le soin à notre modératrice, Madame Simone Péliché, secrétaire adjointe de la LDH de Basse-Terre, qui va nous présenter les intervenants et le but de leur parole. Madame Péliché, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, monsieur... Il doit fonctionner, il est... Donc, vous m'entendez quand même?
Voilà. Donc je suis Simone Guichet, je vais jouer le rôle de modératrice ce soir. Et je suis aussi secrétaire adjointe de la section de master de la Ligue des Guadeloupe. Donc je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là ce soir. Je sais que ce n'est pas facile après une semaine de travail, surtout à cette heure-ci. En tout cas, merci beaucoup. Comme vient de le rappeler M. Join, parmi les objectifs de la LDH figure celui de promouvoir le débat démocratique. Au nom des libertés et des droits de l'homme, figure celui d'accéder au savoir, d'accéder à la connaissance, d'accéder à l'information. Vous savez que, comme dit l'adage, savoir, c'est pouvoir. Donc lorsqu'on sait, on peut. La problématique du sujet de ce soir, c'est de s'interroger sur l'impact des pesticides sur non seulement notre environnement, mais sur notre santé. Nos intervenants ce soir sont monsieur Philippe, non, c'est bien, monsieur Verdon, pour les présenter, mon voisin le plus éloigné. Donc je présente monsieur Philippe Aliane, qui est directeur des planteurs de la Guadeloupe, de bananes de la Guadeloupe, même si sur la petite étiquette c'est vice-président, mais vous êtes directeur général. À tout seigneur. Bien. Et à ma gauche, il y a donc monsieur Philippe Verdon, qui est universitaire, qui est économiste, qui est maître de conférence à l'UAG, et il est président de l'association Envie Santé. Merci messieurs, merci d'avoir dégagé du temps dans des emplois du temps qui sont très certainement très chargés pour être avec nous ce soir. Donc, après l'intervention de messieurs Aliane et Verdol, le débat sera ouvert. Il va durer environ 1 heure où vous pourrez poser toutes les questions, sans exception. Et ensuite, il y a... Pardon. Et vous aurez les réponses très certainement. Nos intervenants sont là pour ça. Monsieur, merci encore. Vous avez la parole. Alors, je crois savoir que c'est monsieur Verdol, à ma gauche, qui commence. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors, j'ai intitulé mon intervention ce soir Plan de droit de l'eau aux pesticides en Guadeloupe et en Martinique, l'action citoyenne aux Antilles françaises, en France et en Europe. Donc, je me fais effectivement en tant que maître de compte et président de l'association Envie Santé. Au menu, deux thèmes, deux sous-thèmes, si l'on veut. Le cas de l'épandage de fongicides concernant la banane, donc par voie terrestre ou aérienne, et puis par ailleurs le cas de l'épandage du chlordécone en tant que pesticide. Et cette fois-ci, je vais également rappeler notre implication sur ces deux créneaux. Vous voyez que pour les pesticides, on va rappeler nos actions en justice, on va rappeler des réseaux qui sont divers, ce que j'ai appelé des ganages, qui sont venus de 2009, ganages divers, des perspectives. Pour le chlordécone, on verra donc les LMR franco-françaises de 2005 à 2008, les LMR européennes depuis 2008, avec les problèmes qui sont posés. Une mise en perspective européenne de la problématique du chlordécone, on va arriver sur une action plus récente, une lettre ouverte internationale aux principales organisations intergouvernementales qui date du 20 avril dernier. Conclusion. Bon, alors, pour ce qui concerne l'épandage de pesticides, il est maintenant incontournable de rappeler des actions en justice et le succès
le succès de 3 petites associations guadeloupéennes. Grâce au staff, bien entendu, qu'il y avait derrière, parce que si on avait dû rédiger seul, ce qu'il avait fallu rédiger, bref. Alors donc, nos actions de justice, on peut résumer de la manière suivante. L'AFSA, Amazona et Envie Santé ont demandé donc la suspension de l'épandage aérien en Guadeloupe. Et là, ça a été obtenu l'année dernière, le 5 juillet dernier. Et je rappelle qu'à cette occasion, l'avocat de Envie Santé était Maître Hubert Jarreau. Bon, donc ça tombait comme ça. En tout cas, ça a été efficace. Ensuite, il y a eu un pouvoir qui a été formé par le ministre de l'Agriculture devant le Conseil d'État. Et très rapidement, c'était le 23 juillet, le pouvoir a été complété à 2 reprises en septembre et puis en octobre, je crois, pour annuler la décision, pour faire annuler la décision du tribunal administratif de Basse-Terre et pour faire rejeter la demande des associations. Le Conseil d'État a estimé le 14 février dernier que ce pouvoir du ministre de l'Agriculture n'était fondé sur aucun moyen sérieux au sens de l'article L822.1 du Code de justice administrative et donc le ministre de la Justice s'est fait ramasser. Bon, alors le 23 décembre 2013, il y a eu promulgation d'un nouvel arrêté interministériel, cette fois-ci co-signé par 3 ministres, le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour servir de... C'était un arrêté interministériel qui était relatif à l'épandage aérien sur l'ensemble du territoire français. Alors, de nouveau, les mêmes associations ont formé un recours, c'était le 28 mars 2014, donc les associations Envie Santé, AFSA, Amazona, devant le Conseil d'État, à la fois pour l'annulation, la suspension et l'annulation de cet arrêté. Le 6 mai 2014, le juge des référés au Conseil d'État a prononcé justement cette suspension en considérant que la condition d'urgence était remplie, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement un risque grave pour la santé et un risque de destruction de la faune, un risque grave pour la santé humaine, et il a également estimé qu'il y avait un doute sérieux sur la légalité, un doute sur la légalité de cet arrêté, dans la mesure où il avait pour effet de permettre que soient prises des dérogations à l'interdiction de l'épandage aérien, c'est-à-dire qu'il pouvait permettre l'épandage aérien sur le seul critère de la sécurité des opérateurs et non pas des populations. Bon, alors donc ce point-là a été également considéré. Et je voudrais faire remarquer, pour finir ce rappel de nos actions de justice, que l'arrêté ministériel de 2011, mais aussi ce nouvel arrêté de décembre 2013, comportait, j'allais dire, une anomalie de l'anomalie, une dérogation de la dérogation, parce qu'il prévoyait toujours la possibilité de 12 mois par an d'autorisation d'épandage. Donc une dérogation qui dure 12 mois chaque année et nous étions simplement livrés aux étendeurs. Bon, alors, quelles ont été nos implications? Il nous a semblé important de constituer des réseaux. Et des réseaux, d'abord avec la Martinique, l'AMCES par exemple, l'association médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé, qui est présidée par le docteur Jos Pélage, mais aussi, et là c'était des relations de médecins de notre association, avec l'association de médecins limousins, la lettre
l'alerte pesticide, pardon, l'association s'appelle comme ça, alerte pesticide, je vais dire ça, alerte des médecins limousin sur les pesticides. Bon, donc nous avons fait une pétition avec eux en octobre 2013 contre l'épandage aérien, parce qu'ils étaient concernés dans leur région également. Et cette pétition a été signée par 73 médecins aux Antilles et en France. Bon, par la suite, nous avons continué cette coopération avec une autre pétition beaucoup plus ambitieuse qui était intitulée Pesticides, l'alerte des médecins de France métropolitaine et des Antilles. Et cette fois-ci, cette pétition qui a été présentée en janvier 2014, elle a réuni 1300 signatures de médecins, donc ça s'étend beaucoup. Elle a été présentée en conférence de presse au Sénat et à l'Assemblée nationale. Dans le prolongement de cette action, fin avril, un document a été présenté, il a été porté au ministère de l'Agriculture et au ministère de l'Agriculture avec des représentants du ministère de la Santé par toujours les trois associations qui avaient piloté les pétitions antérieures, donc dont Envie Santé et puis l'ABCES. Et ces trois associations s'exprimaient au nom des 1300 médecins signataires de la pétition. Donc c'est quelque chose qui commence à prendre de l'envergure. Et là c'est un document de 39 pages qui analyse notamment les effets des pesticides, des perturbateurs endocriniens, etc. sur la santé. Bon, alors maintenant, quelle perspective concernant l'épandage aérien? Donc l'épandage aérien est maintenant. Alors, les planteurs de bananes ont annoncé donc la vente depuis quelques mois des avions qui servent à l'épandage. Donc apparemment, il y a une croix qui est mise sur cette forme de traitement. Et leur décision est de développer l'épandage terrestre. Alors, ce n'est pas une solution qui nous semble meilleure que celle de l'épandage aérien. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons marqué même dès le premier mémoire qui a été déposé devant le tribunal administratif de Basse-Terre. Nous estimons que les produits dits phytosanitaires, en fait des pesticides, sont nocifs. Qu'il faudrait à terme prévoir la sortie de ce type d'agriculture et retourner à quelque chose de plus respectueux pour la santé et pour l'environnement. Bon, alors donc, la décision des planteurs, c'est de développer l'épandage terrestre. On sait que les concentrations peuvent être beaucoup plus importantes. Donc, il y aura une pollution, contamination qui va poser de nouveaux problèmes et ça va affecter bien entendu la santé humaine sur plusieurs générations compte tenu de ce que les scientifiques sont maintenant en mesure de produire comme résultat, et ça va également altérer la biodiversité ainsi que la qualité de l'environnement. Donc il y a donc ce sacrifice de la santé humaine qui est fait délibérément au nom du profit, et ce malgré l'efficacité technique qui a été celle de l'effeuillage, parce qu'en 2013 on a constaté que la production n'avait jamais atteint, enfin donc elle a eu un niveau qui était inespéré. Il y a différentes explications qui peuvent être portées, mais c'est quand même une voie, une piste. Et également, la décision a été prise par les planteurs, malgré l'efficacité économique ou économico-sociale, dans la mesure où l'épandage était aussi pourvoyeur d'emploi. Mais c'était peut-être aussi, de notre point de vue, pourvoyeur de charge. Tout dépend de la perspective. Donc, la modalité terrestre, elle est retenue. Et nous estimons que derrière
le souci de continuer à placer justement les stocks de pesticides pour le plus grand profit donc, des lobbies des pesticides et de l'agrochimie. Alors le problème des lobbies est donc posé. Nous allons le voir quelque part bien à l'œuvre dans le cas du chlordécone. Alors on passe sans transition donc à la question du chlordécone. Alors on peut approcher cette question des lobbies par les limites maximales de résidus provisoires qui étaient franco-françaises puis définitives. Dans l'urgence, la France en 2005, elle avait pris des normes pour protéger, dit-on, les populations antillaises concernées. Il y avait 2 arrêtés interministériels d'octobre et de septembre et octobre 2005 qui concernaient les végétaux et les animaux. Alors, à l'époque, 8 aliments à risque avaient été distingués: igname, madère, patates douces, concombre, carottes, tomates, melon et volailles. Et pour ces aliments dits à risque, 50 microgrammes étaient requis en limite maximale par kilo de matière fraîche. Pour tous les autres aliments, 200 microgrammes. On pouvait aller jusqu'à 200 microgrammes. La France était tenue de faire valider ces normes provisoires par l'Union européenne. L'Union européenne a fait savoir dès la fin 2007 qu'il n'était pas question de monter aussi haut. La négociation s'est arrêtée à 20, au-delà de 20, ce serait du poison, il ne fallait pas aller plus haut. Mais sachant que dans l'Union européenne, le principe de précaution veut que dès la détection d'un pesticide interdit, c'est-à-dire des 10 microgrammes, il ne faut pas présenter des produits à la population. Donc, il y a une négociation et le gouvernement français, il a obtenu ça de l'Union européenne, c'est-à-dire les limites maximales de résidus définies en mars 2008. Et cette fois-ci, ce sont les normes définitives. Alors, pour les productions végétales, 10 microgrammes par kilo de matière fraîche. Pour tous les produits de l'agriculture tempérée qui ne sont pas susceptibles d'être réalisés en milieu tropical. Bon, pour les Européens, le manger qu'on plante en Europe, 10 microgrammes. Dès qu'on détecte du chlordécone, principe de précaution fort. Pour les produits qui sont susceptibles d'être réalisés en agriculture tropicale, on peut monter jusqu'à 20. On peut monter jusqu'à 20. Il faut garder en tête qu'en 2006, l'INSEE a produit avec Yves-Marie Calidoche notamment un rapport, pas l'INSEE, l'INRA, pardon, excusez-moi, qui indiquait que dans la banane, on trouvait jusqu'à 17 microgrammes de chlordécone par kilo de matière fraîche. Bon, on dit jusqu'à 20. On peut commercialiser la banane, sinon c'était la fin de la banane. Bon. Alors, il y a en tout cas une rupture du principe d'isonomie, c'est-à-dire d'égalité des citoyens devant la loi. Si vous avez la déveine de résider sur les cocotiers, vous allez bouffer 2 fois plus de chlordécone dans les végétaux qu'en Europe. Donc on est avec monsieur Philippe Aliane. Et donc vous êtes intervenant dans ce débat ce soir. Voilà, en tant que directeur du groupement des producteurs de bananes de Guadeloupe. Donc venons-en en fait un peu plus sur le chlordécone. On en parle beaucoup. Nous sommes confrontés à ce problème-là pour des dizaines d'années, donc il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui qu'ils aient ouvert le débat au chlordécone, mais également aux autres pesticides. Parce qu'il faut regarder ce qui s'est passé avant, il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire pour demain. C'est ça qui est important. Et donc votre rôle ce soir, ça va être plus en termes d'anticiper sur des solutions ou juste d'informer? Alors, plusieurs axes. Premièrement, je crois qu'il est important de remettre les choses dans leur contexte. Parce qu'il faut savoir analyser les choses dans leur contexte. Les contextes changent. Il faut savoir justement s'adapter. La première chose, c'est de montrer comment nous, la filière banane, on est en train de s'adapter à cette nouvelle donne qui est aujourd'hui notre regard sur les pesticides. Et il ne faut pas croire que c'est uniquement la chose de quelques lanceurs d'alerte, la question des pesticides, de quelques médecins. C'est un problème qui concerne, je pense, toute la population. C'est la raison pour laquelle je considère que nous, les agriculteurs, il ne faut pas qu'on ait peur de venir exposer à la société civile ce que nous sommes en train de faire.
Et la santé de la banane à Guadeloupe? La santé de la banane. Vous savez, c'est une fille qui a pratiquement un siècle. Donc c'est une vieille dame. Et elle passe par des bons et des moins bons moments. Mais le tout, c'est qu'elle perdure encore. Et maintenir une filière pendant 100 ans en Guadeloupe, ça relève de l'exploit. Parce que traverser des crises sanitaires, sociales, économiques, il faut être bon. Donc il faut savoir s'adapter et il faut être résilient. C'est-à-dire, d'une contrainte, arriver à en faire un atout. C'est ça qui explique justement que nous sommes encore là. Et quelle est la résistance? Est-ce qu'il y a vraiment une résistance de l'agriculteur par rapport au béton? Mais je pense que cette question-là, elle ne peut pas être traitée uniquement au niveau des agriculteurs. Il faut que ce soit justement un dossier qui soit mené de manière collective. Et effectivement, il faut que chacun dise qu'est-ce qu'on veut en Guadeloupe. Est-ce qu'on veut une Guadeloupe sans canne et banane? Mais essayons d'imaginer une Guadeloupe sans canne et banane. Vous montrerez quoi aux touristes? Uniquement les plages. Et ils auront plein de délinquants derrière la plage. Donc il faut qu'on sache ce qu'on veut. Donc ça ne concerne pas justement le problème du béton et de l'agriculture, ne concerne pas justement que les agriculteurs. On doit tous travailler dessus. Est-ce que vous êtes écouté par rapport à des sollicitations auprès des collectivités? Oui. On n'a pas. Je crois qu'on a encore une filière assez organisée qui savent où est-ce que nous allons et qui disent ce que nous voulons faire. Et nous sommes très transparents. Et quelle réponse que vous lâchez par rapport à ceux qui disent que la banane, il n'y a pas de vie pour la banane? Alors vous savez, je ne suis pas tout vieux, mais je suis plus tout jeune. Et quand j'étais à l'époque étudiant, on disait déjà à l'époque que c'était fini pour la banane. Ça fait pratiquement 20 ans que je travaille dans la banane, j'entends la même chose. Bon, quand on regarde ce qui se passe en France dans ce secteur, ça crève. Mais il y a deux solutions. Il y a des gens qui disent ça va mourir, et il y en a d'autres qui se disent comment je fais pour que ça ne puisse pas mourir. Et il y a 5-6 ans, on était pratiquement morts. Personne ne donnait une chance à cette filière-là. Or, on a encore le premier employeur au niveau agricole en Guadeloupe, et le premier secteur encore au niveau agricole. Donc il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que du désespoir chez les hommes, et ça, on ne peut pas l'accepter. Il faut se battre. Ben, je vous souhaite du bon, et tant qu'on sera là, tant qu'il y a la vie, il faut se battre. Allez, courage. Merci.